Un objet métallique gigantesque, ressemblant à une soucoupe volante posée sur l'eau, apparut soudainement sur les photographies satellites américaines en 1972, provoquant la panique absolue au Pentagone et à la CIA, car personne ne comprenait comment les Soviétiques avaient réussi à construire un engin aussi monstrueux et terrifiant, capable de décoller verticalement, de voler à 8000 mètres d'altitude, de se poser sur l'eau comme un hydravion géant, et surtout, de traquer et détruire les sous-marins nucléaires américains Polaris qui menaçaient Moscou avec leurs missiles balistiques. Le VVA-14 représentait le projet le plus audacieux et le plus étrange jamais imaginé pendant la guerre froide. Son créateur, Roberto Oroz di Bartini, n'était pas un ingénieur soviétique ordinaire. Né en 1897 dans une famille aristocratique italienne, le baron Bartini avait embrassé le communisme après la Première Guerre mondiale et fui le fascisme de Mussolini pour rejoindre l'Union soviétique en 1923. Cet Italien excentrique parlait russe avec un accent prononcé, portait des costumes élégants, même dans les bureaux d'études soviétiques austères, et possédait un génie visionnaire qui dépassait de plusieurs décennies son époque. Bartini fascinait et effrayait ses collègues en même temps. Il ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit, passant le reste du temps à dessiner des projets d'avions futuristes qui semblaient sortir de romans de science-fiction. Pendant les purges staliniennes de 1938, le NKVD l'arrêta et l'envoya dans un goulag pendant 4 ans. Mais même emprisonné dans une charachka, ces bureaux d'études secrets pour ingénieurs détenus, Bartini continua à concevoir des avions révolutionnaires. Après sa libération en 1946, il reprit ses travaux avec une énergie décuplée, obsédé par une idée fixe qui allait devenir le VVA-14. L'origine du projet remontait aux années 60, lorsque les États-Unis commencèrent à déployer leurs sous-marins nucléaires lance-missiles de classe Polaris dans l'Atlantique et le Pacifique. Ces monstres sous-marins représentaient la menace ultime pour l'Union soviétique. Chaque sous-marin transportait 16 missiles balistiques Polaris capables de frapper Moscou, Leningrad ou n'importe quelle ville soviétique en quelques minutes. Les Américains les positionnaient à portée des côtes soviétiques, invisibles sous les vagues, prêts à déclencher l'apocalypse nucléaire à tout moment. Le commandement soviétique paniquait face à cette menace invisible. Les navires anti-sous-marins traditionnels mettaient des heures à atteindre les zones de patrouille et les avions de reconnaissance maritime devaient décoller de bases éloignées, perdant un temps précieux. Bartini proposa une solution radicale qui laissa les généraux du Kremlin bouche bée. Il voulait créer un engin hybride, combinant les caractéristiques d'un avion, d'un hydravion, d'un écranoplan et d'un hélicoptère capable de décoller verticalement. Cette machine fantastique pourrait patrouiller pendant des heures au-dessus des océans, détecter les sous-marins ennemis grâce à des senseurs magnétiques ultra sensibles, puis larguer des charges de profondeur ou des torpilles pour les détruire. Le bureau d'études Beriev, spécialisé dans les hydravions militaires, accepta de collaborer avec Bartini sur ce projet démentiel. Ensemble, ils développèrent un plan de construction en 3 phases distinctes. Le VVA-14M1 devait servir de banc d'essai aérodynamique et technologique, d'abord équipé de flotteurs rigides fixés aux extrémités de la section centrale de l'aile, puis de flotteurs gonflables pour tester différentes configurations. Le VVA-14M2 représenterait une version beaucoup plus sophistiquée, avec 2 moteurs de démarrage installés dans des cavités sous les ailes pour créer une portance supplémentaire, puis une batterie complète de moteurs de sustentation permettant le décollage et l'atterrissage verticaux, ainsi qu'un système de commande de vol électrique révolutionnaire pour l'époque. La version finale, le VVA-14M3, devait être entièrement opérationnel avec tout son armement anti-sous-marin et le système informatisé Burevestnik de défense anti-sous-marine, le détecteur d'anomalies magnétiques Bohr 1, capable de repérer un sous-marin à plusieurs kilomètres de distance, et tout l'équipement opérationnel nécessaire aux missions de guerre. Les ingénieurs calculèrent que l'appareil aurait besoin de 12 moteurs de sustentation, Rybinsk RD36-35PR, chacun développant 43 kN de poussée, pour arracher ces 52 tonnes du sol en position verticale. Pendant plusieurs années, les équipes de Bartini et Beriev travaillèrent dans le plus grand secret à Taganrog, une ville portuaire sur la mer d'Azov. Ils commencèrent par construire un petit prototype appelé B-1, essentiellement une aile d'écranoplan miniature destinée à tester l'effet de sol,
ce phénomène aérodynamique qui permet à un appareil de voler à très basse altitude au-dessus de l'eau en utilisant le coussin d'air comprimé entre les ailes et la surface. Les essais du B-1 se révélèrent concluants, encourageant l'équipe à passer à la construction du prototype grandeur nature. En 1972, après des années d'efforts acharnés, le premier VVA-14 sortit enfin des hangars de Taganrog. L'appareil ressemblait à une créature extraterrestre échappée d'un film de science-fiction. Sa configuration unique, défiant toute logique aéronautique conventionnelle, frappait immédiatement le regard. Le fuselage central massif, large et aplati, supportait une immense aile en flèche dont l'envergure atteignait 30 mètres. Deux énormes moteurs turbofan Soloviev D30M, développant chacun 67 kN de poussée, étaient montés au-dessus du fuselage dans des nacelles proéminentes. Mais le plus spectaculaire restaient les deux flotteurs géants fixés de chaque côté sous l'aile, reliés au fuselage par des pylônes complexes, donnant à l'ensemble l'apparence d'un trimaran volant. Le 4 septembre 1972 marqua un moment historique dans l'aviation soviétique. Le pilote d'essai monta à bord du cockpit étroit du VVA-14, accompagné de deux autres membres d'équipage. Les moteurs Soloviev rugirent, faisant trembler toute la structure métallique. L'appareil s'élança sur la piste de Taganrog, accélérant progressivement malgré son poids colossal de 52 tonnes. Après plusieurs centaines de mètres de course, le monstre amphibie décolla enfin, s'arrachant du sol dans un bruit assourdissant. Le premier vol ne dura que quelques minutes, mais il prouva que le concept de Bartini fonctionnait. Cependant, les services secrets soviétiques imposèrent des mesures de camouflage drastiques. Le KGB craignait que les satellites espions américains photographient cet appareil extraordinaire et découvrent les capacités anti-sous-marines soviétiques. Les ingénieurs reçurent l'ordre de peindre le VVA-14 aux couleurs civiles d'Aeroflot, la compagnie aérienne nationale, et d'apposer sur le fuselage le numéro d'immatriculation CCCP 10687, comme s'il s'agissait d'un banal avion de transport civil. Cette mascarade ne trompa personne à la CIA, mais elle compliqua l'identification exacte de l'appareil et de sa mission réelle. Les premiers mois d'essai révélèrent rapidement les limites du prototype initial. Les ingénieurs constatèrent que les flotteurs rigides fixes alourdissaient considérablement l'appareil et limitaient sa vitesse maximale à seulement 580 km/h au lieu des 760 prévus. Plus grave encore, ces flotteurs permanents créaient une traînée aérodynamique catastrophique qui augmentait dangereusement la consommation de carburant, réduisant le rayon d'action de l'appareil à moins de 1800 km. Pour une machine censée patrouiller au-dessus des océans pendant des heures, cette performance s'avérait inacceptable. Bartini proposa alors une solution audacieuse qui fit frémir les responsables du projet. Il voulait remplacer les lourds flotteurs métalliques par des pontons gonflables en tissu renforcé qui se déploieraient uniquement lors des amérissages et se replieraient pendant le vol pour réduire la résistance à l'air. Cette technologie n'avait jamais été testée sur un appareil aussi massif. Les sceptiques au sein du bureau Beriev prédirent un désastre imminent, mais Bartini imposa sa vision avec son autorité habituelle. Les équipes se mirent au travail pour concevoir ces pontons révolutionnaires. L'année 1974 marqua un tournant crucial. Les nouveaux pontons gonflables arrivèrent enfin de l'usine et furent installés sur le VVA-14. Chaque ponton mesurait plus de 15 mètres de longueur et devait être gonflé par un système de pompes électriques avant chaque amérissage. Les premiers essais au sol semblèrent prometteurs. Les pontons se gonflaient en moins de 3 minutes et paraissaient suffisamment robustes pour supporter le poids colossal de l'appareil. Mais personne ne savait comment il se comporterait réellement sur l'eau agitée de la mer d'Azov. Les problèmes commencèrent dès la première tentative d'amérissage. Le pilote approcha prudemment la surface de l'eau, réduisant progressivement la vitesse. Au moment où les pontons touchèrent les vagues, un craquement sinistre retentit dans tout l'appareil. Le ponton gauche venait de se déchirer sur toute sa longueur, laissant échapper l'air comprimé dans un sifflement terrifiant. L'appareil bascula dangereusement sur le côté, obligeant le pilote à remettre les gaz brutalement pour redécoller avant que l'aile ne touche l'eau. Ce premier échec jeta un froid terrible sur toute l'équipe. Les ingénieurs renforcèrent les pontons avec plusieurs couches supplémentaires de tissu caoutchouté.
Mais les essais suivants révélèrent d'autres défauts critiques. Les pontons avaient tendance à se plier de façon imprévisible sous la pression de l'eau, créant des zones de faiblesse où le tissu se perçait. Parfois, l'un des pontons perdait de l'air plus rapidement que l'autre, déséquilibrant complètement l'appareil sur l'eau. D'autres fois, les vagues venaient frapper violemment la structure, provoquant des vibrations qui menaçaient d'arracher les pylônes de fixation. Chaque tentative d'amérissage se transformait en bataille contre les éléments. Pendant des mois, les équipes travaillèrent sans relâche pour améliorer le système. Elles testèrent différents matériaux, modifièrent les formes des pontons, ajustèrent les pressions de gonflage, renforcèrent les points d'attache. Bartini refusait d'abandonner, malgré les échecs répétés. Il passait ses journées au bord de l'eau, observant chaque essai avec une attention obsessionnelle, prenant des notes dans ses carnets, discutant pendant des heures avec les ingénieurs pour trouver des solutions. Son âge avancé commençait à peser sur lui. À 77 ans, il souffrait de problèmes cardiaques, mais il cachait sa fatigue derrière une détermination inflexible. Finalement, après d'innombrables modifications, les essais de flottabilité commencèrent à donner des résultats encourageants. L'appareil parvenait à rester stable sur l'eau pendant plusieurs minutes. Les pontons tenaient bon, le fuselage ne prenait pas l'eau. Les pilotes entreprirent alors des exercices de taxi sur l'eau, faisant avancer le monstre amphibie à la surface comme un gigantesque bateau. Les moteurs Soloviev tournaient au ralenti, tandis que l'appareil glissait majestueusement sur les vagues. Ces moments de réussite redonnèrent espoir à toute l'équipe. Le 11 juin 1975 resta gravé dans la mémoire de tous les participants au projet. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient parfaites sur la mer d'Azov. Pas un souffle de vent, une mer d'huile, un ciel dégagé. Le pilote d'essai reçut l'autorisation de tenter le premier décollage depuis la surface de l'eau. L'équipage prit place dans le cockpit, les systèmes furent vérifiés minutieusement, les pontons gonflés à la pression optimale. Le moment de vérité était arrivé. Les moteurs Soloviev montèrent progressivement en puissance. L'eau bouillonna violemment autour des pontons, tandis que l'appareil commençait à prendre de la vitesse. Les 52 tonnes de métal et de technologie soviétique avançaient de plus en plus vite, soulevant des gerbes d'écume sur leur passage. Le pilote maintenait fermement les commandes, surveillant tous les instruments. Soudain, après plusieurs centaines de mètres de course sur l'eau, le VVA-14 se souleva gracieusement, quittant enfin la surface liquide pour s'élever dans les airs. L'appareil volait comme un véritable hydravion géant. Les techniciens au sol explosèrent de joie, certains pleuraient d'émotion. Bartini lui-même, d'habitude si réservé, ne put retenir un sourire de satisfaction. Pourtant, cette victoire fut de courte durée. Les vols suivants confirmèrent ce que les ingénieurs redoutaient depuis le début. Les pontons gonflables, malgré toutes les améliorations, restaient fondamentalement inadaptés aux contraintes extrêmes imposées par un appareil aussi lourd. Ils s'usaient trop rapidement, nécessitaient des réparations constantes, et surtout, leur fiabilité demeurait aléatoire. Une mission de combat ne pouvait pas dépendre d'un système aussi capricieux. La décision tomba comme un coup près. Les pontons gonflables seraient abandonnés et remplacés par des flotteurs rigides de nouvelle conception, plus légers et profilés que les premiers modèles. Cette modification entraînait d'autres changements majeurs. Le fuselage devait être allongé pour améliorer la stabilité lors des amérissages. Les ingénieurs profitèrent de cette refonte pour installer les fameux moteurs de démarrage sous les ailes, ces réacteurs supplémentaires censés créer une portance additionnelle lors du décollage. Cette version modifiée reçut la désignation officielle 14M1P. La transformation de l'appareil prit plusieurs mois. Les équipes démontèrent entièrement le système de pontons gonflables et construisirent de nouveaux flotteurs rigides en alliage d'aluminium renforcé. Le fuselage fut rallongé de près de 2 mètres, modifiant légèrement l'aérodynamique générale. Les moteurs de démarrage, 2 turbofans compacts, furent intégrés dans des nacelles spécialement conçues sous les ailes. Toute cette restructuration représentait un travail titanesque qui mobilisa des dizaines d'ingénieurs et de techniciens pendant des centaines d'heures. Mais pendant que ces modifications s'effectuaient dans les hangars de Taganrog, un drame silencieux se jouait en coulisses. La santé de Bartini se détériorait rapidement. Ses problèmes cardiaques s'aggravaient, il avait de plus en plus de mal à respirer,
Sa fatigue devenait évidente pour tous. Les médecins l'avaient averti qu'il devait ralentir le rythme, mais le vieil ingénieur italien refusait catégoriquement de quitter son projet. Le VVA-14 était devenu l'obsession de toute sa vie, son chef-d'œuvre ultime, et il voulait absolument le voir voler dans sa configuration finale avant de partir. Partie 5 de 5. Le destin cruel frappa sans prévenir le 12 décembre 1974. Roberto Bartini s'effondra dans son bureau de Moscou, terrassé par une crise cardiaque massive. Les médecins ne purent rien faire pour sauver le génie italien qui avait consacré 50 années de sa vie à l'aviation soviétique. Il mourut sans avoir vu son chef-d'œuvre accomplir un seul décollage vertical, sans avoir assisté à la réalisation complète de sa vision révolutionnaire. Cette disparition brutale porta un coup fatal au projet VVA-14. Sans Bartini pour défendre le programme avec sa passion légendaire et son autorité technique incontestable, les bureaucrates militaires commencèrent immédiatement à remettre en question l'utilité réelle de cet appareil extraordinaire, mais terriblement complexe. Les coûts astronomiques du développement effrayaient les généraux qui devaient justifier chaque rouble dépensé devant les instances du parti. Le projet représentait déjà des millions de roubles engloutis dans des essais qui n'en finissaient pas, et la fin semblait encore lointaine. La catastrophe finale survint quelques mois après la mort de Bartini. Le bureau Rybinsk, responsable de la fabrication des 12 moteurs de sustentation RD36-35PR indispensables au décollage vertical, annonça qu'il ne pourrait pas honorer ses engagements. L'usine rencontrait des problèmes techniques insurmontables avec ses réacteurs compacts mais puissants. Les ingénieurs de Rybinsk expliquèrent que les moteurs surchauffaient dangereusement lors des essais au banc, que les turbines se fissuraient après seulement quelques heures de fonctionnement, que les systèmes de refroidissement ne parvenaient pas à évacuer la chaleur excessive. Développer ces moteurs nécessiterait plusieurs années supplémentaires et des investissements colossaux. Cette nouvelle anéantit définitivement le programme. Sans les 12 moteurs de sustentation, le VVA-14M3 ne pourrait jamais décoller verticalement comme prévu. L'appareil resterait condamné à utiliser des pistes conventionnelles ou à amérir sur l'eau, perdant ainsi sa capacité opérationnelle unique qui justifiait toute sa conception extraordinaire. Les responsables militaires décidèrent de continuer les essais avec la version M1P déjà construite, mais uniquement pour collecter des données aérodynamiques, sans aucune perspective de production en série. Les mois suivants se traînèrent dans une atmosphère de résignation. Les pilotes d'essai continuèrent mécaniquement leur vol, accumulant les heures de vol et les décollages sans véritable enthousiasme. L'équipe au sol effectuait les opérations de maintenance routinières, sachant pertinemment que chaque vol rapprochait un peu plus l'appareil de sa mise au rebut définitive. Les jeunes ingénieurs qui avaient rejoint le projet avec des étoiles dans les yeux commencèrent à demander leur mutation vers d'autres programmes plus prometteurs. Le VVA-14 numéro 1972 accomplit au total 107 vols, totalisant 103 heures dans les airs. Ces chiffres dérisoires racontaient l'échec d'un rêve grandiose. Un appareil normal de cette classe aurait dû effectuer des milliers d'heures d'essai avant d'être déclaré opérationnel. 103 heures représentaient à peine le début du programme de certification. Mais personne n'avait plus la volonté de poursuivre cette aventure sans fin qui dévorait des ressources sans apporter de résultats concrets. Vers la fin des années 70, les autorités ordonnèrent l'arrêt complet des essais. Le monstre amphibie fut remorqué dans un coin reculé de l'aérodrome de Taganrog et abandonné aux intempéries. Pendant des années, il resta là, exposé au soleil brûlant de l'été et au gelé impitoyable de l'hiver, sa peinture aux couleurs d'aéroflots s'écaillant progressivement, ses systèmes se détériorant lentement, ses magnifiques ailes se couvrant de rouille. Les oiseaux nichaient dans les nacelles des moteurs Soloviev déposés. Les enfants du voisinage venaient jouer autour de cette carcasse métallique géante, ignorant totalement qu'ils grimpaient sur l'un des projets aéronautiques les plus ambitieux de l'histoire soviétique. En 1987, quelqu'un au ministère de la Défense se souvint soudainement de l'existence de cet appareil unique. Les historiens militaires plaidèrent pour sa préservation au musée central des forces aériennes à Monino, près de Moscou. Cet immense musée en plein air abritait déjà des centaines d'avions soviétiques historiques, des premiers biplanes aux bombardiers stratégiques géants. Le VVA-14 méritait sa place parmi ces légendes de l'aviation.
Le transport de l'appareil depuis Taganrog jusqu'à Monino se transforma en cauchemar logistique. Le monstre amphibie mesurait près de 26 mètres de longueur, avec une envergure de 30 mètres, rendant son déplacement par route absolument impossible. Les responsables décidèrent de le démonter partiellement, séparant les ailes du fuselage, retirant les flotteurs, démontant divers éléments pour réduire les dimensions. Des grues géantes soulevèrent les différentes sections et les chargèrent sur des camions spéciaux capables de transporter des charges exceptionnelles. Le convoi quitta Taganrog par une froide matinée d'automne. Les camions avançaient lentement sur les routes soviétiques défoncées, transportant leur précieux fardeau historique vers sa dernière demeure. Mais sur la route de Rostov, un accident stupide scella définitivement le sort du VVA-14. Un camion transportant une partie du fuselage dérapa dans un virage mal négocié. Le chauffeur freina brusquement, provoquant le déplacement brutal de la charge. Les sangles de fixation cédèrent sous la pression. La section de fuselage bascula violemment, percuta le garde-fou métallique du pont qu'il traversait et s'écrasa sur la chaussée dans un bruit apocalyptique de métal tordu. Les dégâts s'avérèrent catastrophiques. Le fuselage présentait une énorme déchirure sur toute sa longueur. Les membrures internes étaient brisées, des panneaux entiers arrachés. Les experts dépêchés sur place examinèrent longuement l'épave et rendirent leur verdict sans appel. Les réparations nécessiteraient des mois de travail spécialisé et des sommes considérables. Personne ne voulait investir de l'argent pour restaurer un appareil expérimental raté qui n'avait jamais rempli sa mission. Le VVA-14 serait exposé tel quel, endommagé et incomplet. Aujourd'hui, les restes pathétiques du monstre amphibie gisent toujours au musée central des forces aériennes de Monino. Les visiteurs peuvent apercevoir le fuselage brisé, les ailes séparées posées à côté, les flotteurs rigides rangés plus loin. La peinture blanche et bleue d'Aeroflot a presque entièrement disparu, laissant apparaître le métal nu, rongé par la corrosion. On distingue encore faiblement le numéro d'immatriculation CCCP 10687 sur le fuselage cabossé. Des panneaux explicatifs racontent en russe l'histoire tragique de cet appareil visionnaire qui voulait révolutionner la guerre anti-sous-marine, mais ne dépassa jamais le stade de prototype inachevé. Le rêve fou de Bartini mourut avec lui dans ce bureau moscovite de décembre 1974. Le VVA-14 reste le symbole parfait de l'ambition démesurée et du génie technique soviétique confronté aux réalités bureaucratiques et aux limitations technologiques de son époque. Si cette histoire incroyable vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos réflexions dans les commentaires et surtout de vous abonner pour découvrir d'autres récits extraordinaires d'appareils oubliés qui ont failli changer le cours de l'histoire. Les services de renseignement américains suivirent le projet avec une attention obsessionnelle dès les premières photographies satellites de 1972. La CIA créa un dossier spécial, codé, consacré exclusivement à cet appareil mystérieux. Les analystes du Pentagone restèrent perplexes pendant des mois, incapables de comprendre la logique derrière cette configuration aérodynamique aberrante. Certains experts avancèrent des théories farfelues, suggérant que les Soviétiques développaient un transporteur de troupes amphibies géant ou même un bombardier stratégique capable de se cacher sur l'océan entre deux missions. Ironiquement, pendant que le VVA-14 agonisait lentement à Taganrog, les Américains développaient leur propre concept similaire. Le projet Boeing Model 972 prévoyait un hydravion géant à décollage vertical, destiné exactement aux mêmes missions de lutte anti-sous-marine. Boeing investit des millions de dollars dans des études préliminaires avant d'abandonner le concept en 1977, confronté aux mêmes problèmes insurmontables de motorisation et de complexité technique que les soviétiques. Cette convergence prouvait que l'idée de Bartini, bien qu'irréalisable avec la technologie de l'époque, répondait à un besoin opérationnel réel, reconnu des deux côtés du rideau de fer.